Recherche sur Jimi Hendrix, on en est au 15. Et qu'est-ce qui se passe, ce numéro 15 avec tout le voyage qu'on a déjà fait? Il se passe qu'il arrive à Londres. Donc en fait, au début du 15, on est à Jimi Hendrix, premier jour. D'ailleurs, à partir du moment où il est en Angleterre, il s'appelle Hendrix et non plus Jimmy James. Il s'appelle encore Jimi Hendrix, J-I-2-M-Y plus loin. Hendrix, oh là là, on reprend. C'est-à-dire c'est des périodes qui sont tellement concentrées, tellement des effets de longtemps, les 2 ans à New York pour accéder à soi-même. Et puis tout d'un coup, tu prends l'avion et là, on va recommencer une série de cercles concentriques. Simplement, sur les 3 ans qui nous restent, ils vont être évidemment beaucoup plus serrés et avec une ampleur énorme. Alors, Londres, aéroport d'Heathrow, le vol en provenance de New York. Donc avec Chas Chandler, le bassiste des Animals, qui a décidé de devenir producteur et donc de prendre comme poulain ce type que personne, évidemment, à Londres ne connaît. Et avec eux deux, un gars qui s'appelle Terry McVeigh. C'était le roadie des Animals, c'est-à-dire celui qui porte les amplis, qui installe les câbles, etc., etc. Ce dont le Jimi Hendrix Experience ne va pas bénéficier dans ses tout premiers débuts. En plus, Chas Chandler laisse Jimi Hendrix voyager en première classe, nous dit-on. Wow. On ne dit pas si Terry McVeigh, lui, il est dans les premières avec Chandler et Hendrix ou s'il est dans la cabine du Populo. Ça n'a pas une grosse importance. Par contre, à la douane, Hendrix, il a les mains vides. Et Terry McVeigh, c'est lui qui porte l'étui de la Stratocaster. Alors, il paraît que dans l'étui de la Stratocaster, il y a aussi, vous savez, ce fameux livre de Bob Dylan, il y a probablement ces carnets que Hendrix déjà utilise pour fabriquer ses bouts de paroles, ses poèmes. Certainement, ça c'est dans l'étui. Et puis, il y a aussi quoi 2-3 habits de rechange. En tout cas, la légende veut que Hendrix n'ait comme bagage que ce qu'il peut caser dans l'étui de sa guitare. Alors, est-ce que c'est ça qui, à Heathrow, appelle l'attention des douaniers? C'est-à-dire, il faut que ce soit le roadie qui porte la guitare, sinon ça veut dire c'est un musicien qui vient là pour chercher du boulot. Et ça, c'est très compliqué. Mais sinon, tu arrives de New York, les mains vides. Alors, par ici... Et puis, c'est pas facile l'entrée en Angleterre à l'époque. Il faut par exemple produire une lettre de quelqu'un qui atteste connaître la personne concernée depuis très longtemps. Ah ouais, mais le passeport, il a moins de 15 jours. Hendrix n'avait jamais eu besoin de passeport. Et puis, quelqu'un qui le connaisse depuis très longtemps. À Seattle, à qui vous allez demander? Non, Chandler a organisé ça à New York avec des gens de leur milieu. Donc c'est une lettre de complaisance. Vous croyez que ça ne se remarque pas quand vous êtes douanier, que la lettre qu'on vous montre comme quoi la personne est connue depuis longtemps, elle est de complaisance, eh ben il va être bloqué 2 heures. Alors on va trouver une astuce, c'est Mike Jeffery. On va parler beaucoup de ce Jeffery qui est en fait le grand producteur institué et c'est lui qui travaille avec Chas Chandler, mais on va en parler plutôt demain. On dit non, Hendrix est bien effectivement musicien, mais vous savez, il a écrit beaucoup de musique et il y a beaucoup de ces jeunes pop anglais là qui jouent. Et donc il vient là pour réclamer ses droits d'auteur, signer des contrats. Donc voilà, c'est un musicien américain qui vient à Londres, mais il vient pas pour jouer de la guitare, il vient juste pour récupérer et signer des contrats sur les droits de ses musiques. Bon... Moyennant ça, la douane accorde à Jimi Hendrix, comme c'est son nom d'état civil, un visa pour 1 semaine. C'est pas beaucoup. Et là, moi, pour cet épisode 15, ce que je vous propose, on sort d'Heathrow le matin à 9h. Eh bien, juste à quoi on va s'en tenir à cette première journée de Jimi Hendrix en Angleterre. Ça lui fait quelque chose, vous croyez, de découvrir le ciel de la vieille Europe? Non, il a connu d'autres ciels, ça ne l'intéresse pas plus que ça. La vieille Europe, il n'a pas d'histoire en Europe. Et puis des villes, il en a vu tellement, aux États-Unis,
Bon, peut-être qu'il est un peu curieux. Alors, il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Entre Heathrow et Londres, il y a une maison dont on nous dit qu'elle est un petit peu l'étape obligatoire. C'est-à-dire que c'est une maison porte ouverte. Est-ce qu'on se souviendrait du propriétaire aujourd'hui s'il n'y avait pas ces trucs avec Hendrix? Probablement pas. Le gars qui habite là s'appelle Zoot, Z-O-O-T. Waouh, quel prénom! Faudrait le réhabiliter, ce prénom. Zoot Money, monnaie comme l'argent. Et pourtant, c'est pas un gars qui a réussi à s'en faire comme tous ceux qui passent chez lui. Eh bien, Zoot et sa compagne, Ronnie, Zoot et Ronnie Money, disposent d'une maison. Évidemment, c'est beaucoup moins cher qu'à Londres, là, entre Heathrow. Et donc, vous sortez de l'aéroport à 9h du mat, eh ben, on débarque chez Zoot et Ronnie Money et on s'arrête. C'est un peu obligatoire. Bon, c'est de l'époque aussi. On commence à boire du thé, on commence à parler. Tu sais, guitariste, Zoot, lui, il joue de l'orgue. Et il a joué de l'orgue avec plein de monde, avec Graham Bond, avec John Mayall, avec Alexis Corner. Alexis Corner, c'est le grand inséminateur, enfin en tout cas c'est celui qui a joué ce rôle de propulseur, notamment avec Rolling Stones, ensuite avec Eric Clapton, ensuite avec Mick Taylor. C'est pas rien, donc Zoot Money est quand même dans ce petit cercle, tout petit cercle, qui est tellement minuscule, concentré, qu'on va voir là, dans ces 3 jours, prendre un rôle énorme, même si Hendrix, justement, parce qu'il arrive de l'extérieur du noyau, va être obligé d'appeler 2 musiciens, Mitch Mitchell, Noel Redding, qui n'appartiennent pas à ce noyau. C'est des noyaux qui sont toujours plus ou moins fermés, qui ont tendance à rejeter, même dans l'histoire des Stones, bon, c'est 3 ans plus tôt, on a bien vu ces mêmes étapes avec les mêmes personnes. En tout cas, Zoot Money, c'est un lieu, en tout cas, de passage. On veut prendre l'avion, eh ben, on vient dormir chez Zoot Money, puis le lendemain matin, on part, même si c'est tôt. Tu reviens de l'avion, bah, tu t'arrêtes chez Zoot Money, c'est tout près de l'aéroport, et puis on reste 2-3 heures, on discute, etc., etc. Et puis en même temps, c'est comme ça que ça se passe, les nouvelles, les rumeurs. Donc ils sont bien reçus. Au point que Zoot Money, la première chose, on ne sait pas si la guitare est là ou c'est l'emmener. En tout cas, apparemment, il joue sur une Telecaster qui est là dans la maison de Zoot Money. Il y a le guitariste. En fait, Zoot Money, il a un groupe qui s'appelle Big Roll Band. C'est pas un groupe pop, c'est plutôt une formation assez large qui joue du Wilson Pickett, qui joue du James Brown. Mais tout ça est dans l'air, ça change pas. Mais en tout cas, lui promène sa propre structure, son propre orchestre dans les radios, dans les villes. Big Roll Band. Et le guitariste s'appelle Andy Summers. Et bien justement, il est à l'étage en dessous. Et là, il a dormi là, lui aussi. Ça fait partie de ce côté auberge espagnole. Et Andy Summers a une Telecaster. Hendrix, vous savez, quand sa propre guitare, il inverse les 6 cordes, en réinversant aussi les petits sillets de chevalet, mais il est très bien capable de jouer aussi, simplement sur une guitare empruntée d'un droitier, et hop, qu'on tient à l'envers, enfin pour lui, à l'envers. Mais il n'y a pas d'ampli. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a une grosse chaîne stéréo. On essaye de brancher la guitare sur la chaîne stéréo. Ça marche pas. Alors, là encore, c'est des petits détails, mais tout d'un coup, parce que justement, brancher la guitare sur la chaîne stéréo, ça marche pas, nous arrive la petite anecdote qui parcourt, et du coup, la petite anecdote emmène avec lui, comme avec elle, comme des lambeaux, des bribes, enfin en tout cas, plein de choses qui, a priori, qui ne nous seraient pas parvenues autrement. Donc apparemment, il joue sur la Telecaster de Andy Summers, mais comme il n'arrive pas à la brancher, il prend une guitare acoustique qui est là. C'est le premier rapport de Hendrix avec des musiciens anglais. Il y a Andy Summers, il y a Chas Chandler, il y a Zoot Money, et à la guitare acoustique, on part dans du blues. Et ça, il sait faire. Alors en quoi, à ce moment,
devient lui aussi une sorte de petite épine qui marque une horloge. On est dans la matinée, on est vers 11h, dans cette fin de matinée, première journée à Londres. Eux, ce qu'ils ont dormi dans l'avion, et il est peu probable que Jimi Hendrix ait beaucoup dormi, même en première classe dans ce fichu avion. Il y a tous ces décalages horaires, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on joue de la guitare, on boit du thé, on passe du temps. La compagne de Zoot Money, Ronnie Money, qui elle aussi est impliquée dans ces trucs de groupe, de musique, de club, plutôt la part club. C'est quelqu'un de... peut-être aussi pour ça que Chas Chandler a voulu qu'on s'arrête chez Zoot, hein, Ronnie Money. Elle connaît tout le monde. Elle connaît tout le monde dans ce tout petit milieu, des Who, des Stones, etc. Elle fait partie de la bande, quoi. Elle monte à l'étage. À l'étage, il y a une fille qui s'appelle Kathy Etchingham. Kathy Etchingham, 19 ans, donc une amie de Ronnie Money, et elle aussi, elle est dans Swinging London, mais comme quoi? Comme coiffeuse. Mais coiffeuse de ces messieurs, c'est pas la coiffeuse du quartier, Kathy Etchingham, mais elle aussi, très impliquée. Elle a convolé avec Brian Jones. Bon, ça, il tenait pas le compte exactement, mais oui, il y a cette proximité. Quand elle va prévenir Café Etchingham, viens voir ce type qui est venu avec Chas de New York, c'est incroyable comme il joue de la guitare. Elle lui dit, on dirait The Wild Man of Borneo. Et ça, on va le retrouver dans les temps à venir. C'est-à-dire, il est l'attraction, et il est l'attraction parce qu'il est noir, parce qu'il n'est pas de ce... Il est neuf. On le traite comme une attraction parce qu'il débarque là comme un extraterrestre. En même temps, eux qui sont tous dans cette histoire de blues, d'origine, quelqu'un qui est dépositaire de cette origine, du blues pur, à condition que tu restes un petit peu à distance. Nous, on est les Anglais qui donnons sa noblesse technique à ce vieux blues américain. Et tout d'un coup, il surgit, par exemple, quelque chose qui me travaille là. Vous connaissez Big Bill Broonzy, musicien formidable. Mais Big Bill Broonzy à Chicago, il joue de la guitare électrique avec un groupe, comme tous ses copains, Muddy Waters, Jimmy Reed, qui est un groupe électrique, basse électrique, batterie, etc. Quand il vient à Londres et qu'il dort, paraît-il, sur le canapé d'Alexis Corner, Broonzy va s'en tenir à sa guitare acoustique. Alors évidemment, c'est merveilleux, Big Bill Broonzy à la guitare acoustique. Mais le chanteur de folk acoustique, avec toute cette origine qui transporte en lui, sous le nom de Big Bill Broonzy, qui devient une onde de choc dans l'Europe, et on aura tous travaillé les accords, les arpèges de Big Bill Broonzy, c'est simplement, lui, ce qu'il dit, il fallait bien que je joue à The Nigger from the Plantation, c'est-à-dire tel nègre qui sort de son trou du cul du monde, quoi. Tel mec qui était à cueillir le coton la veille au soir. Et pas surdéterminer ces choses-là, mais quand Ronnie Money va prévenir Café Etchingham, This guy is the wild man of Borneo. Tout d'un coup, vous avez cette espèce de statut, à la fois d'extériorité, à la fois de légitimation pour eux, qui va servir de poussoir, d'étincelle à l'explosion Hendrix. Alors, Café Etchingham, elle n'est pas du matin. Le temps qu'elle se prépare, qu'elle ait le truc, elle descend. Oh zut, ils viennent juste de partir. Mais sa copine lui dit, mais ce soir, on sera tous au St. James. Viens au St. James. Des détails, tout ça? Non, laissons l'après-midi se faire, elle est déjà bien entamée. Le club. Alors, le club du St. James, il y en a un autre qui s'appelle le Hadlib. Tout ça, c'est dans le même quartier. Et dans l'histoire Beatles, Rolling Stones, un petit peu les autres aussi, à ce moment-là, ça joue un rôle parce que tous ces types, c'est leur territoire de socialisation. C'est des mini-clubs. Tu y entres ou tu y entres pas, c'est pas la question. Évidemment, si tu t'appelles Paul McCartney, tu rentres. Si tu t'appelles Mick Jagger, tu rentres ton coin de table. Mais ils sont quand même entre eux. Et en même temps, ce sera pour ces types qui viennent de Liverpool, ces types qui viennent de Dartford, dans la banlieue sud-est de Londres, l'endroit où ils vont, par exemple, A Day in the Life, la chanson de John Lennon.
Vous savez qu'elle est dédiée à ce type qui était l'héritier des bières Guinness. Donc quelqu'un, un jeune évidemment, qui se brûle avec ses bagnoles, etc., et qui se plante en bagnole, d'où la magnifique chanson de Lennon-McCartney, Day in the Life. N'empêche que c'est un monde qui n'a rien à voir avec le leur. Et c'est le monde des artistes, c'est le monde des photographes, c'est le monde aussi des Américains qui n'ont plus le droit de se shooter à l'héroïne ou à la cocaïne à New York, alors qu'à Londres, ça n'a pas encore pris ses précautions, ça va venir l'hiver suivant, en fait. Vous savez, quand la police débarque dans la maison de Keith Richards, où Jagger et Richards se retrouvent en prison, c'est dans un an. Mais ce qui se passe dans les clubs, c'est comment ces musicaux qui ont émergé là de l'Angleterre la plus populaire se retrouvent mêlés avec les fils de la haute. Le copain de Keith Richards, Stash Klosowski, Stash qui est toujours sur Facebook d'ailleurs, c'est quand même le fils de Balthus. Quand il n'y a pas assez d'argent, quand il n'y a plus d'argent, un petit tour à Genève, et tu piques les trucs dans la poubelle de papa, et tu les revends, et c'est comme ça que ça tourne. Et cette contamination, elle est importante. Ça se passe dans ces tout petits lieux. Le Blazes, le St. James, le Adlib. Alors, de la part de Chandler, on ne sait pas si c'est de la stratégie, ou c'est parce que c'est l'étape obligatoire, ou parce que de toute façon, c'est le lieu maintenant naturel pour que, à Londres, contrairement à ce qui se passait 3 ans plus tôt, du temps de Alexis Corner, et ses soirées au Marquis, ce qui a lancé les Stones, mais aussi Clapton, mais aussi Jimmy Page, on n'entend plus trop parler du Marquis. Vous voyez, on n'est plus dans les lieux de la musique, on est dans les lieux de la bonne société. Et c'est là, au St. James, que le premier soir... Alors pourquoi je vous embête avec ça ? La première journée de Jimi Hendrix à Londres. Eh bien parce que c'est la première fois que Hendrix va empoigner sa guitare, sa Stratocaster retrouvée, va monter sur scène avec le groupe qui est là en residency, mais les spectateurs, c'est aussi les musiciens, c'est aussi ce petit monde de la pop british. Ils sont batteurs, ils sont organistes, ils sont dans le buzziness de tout ça, mais c'est dans ces tout petits lieux microscopiques qu'on se retrouve. En une semaine, en 15 jours, Hendrix aura joué devant tout le monde. Devant Clapton, devant Lennon, McCartney, devant Jagger, etc., etc. Alors pourquoi et comment ça nous revient, là encore ? Eh bien, tout simplement parce que Chas Chandler, vous savez que Hendrix, vous le mettez avec une guitare à jouer du blues, il y en a pour la nuit. Non, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, attention, s'il y a quoi que ce soit, t'as pas de permis de travail. T'es musicien, mais t'as pas le droit de jouer. Et donc, démonstration faite, ouais, il a fait le numéro, il a joué avec les dents, etc. Ça marche en Angleterre, à ce truc-là. Justement parce que il se la joue pas à Muddy Waters ou vieille tradition, comme je parlais de Begbel Brandy qui joue acoustique. Non, il fait son truc, l'électricité, ça fudge pédale. Mais un quart d'heure et c'est fini. Et là, on est tous serrés autour de cette table. C'est là qu'il y a il voit cette fille juste à côté de lui. Bon, évidemment, elle est ultra copine avec Ronnie Money. Ça, c'est l'anecdote dont, là, moi, je me charge pas trop, mais que Café Hatchingham a eu plaisir à raconter. Dis-je, je veux te dire quelque chose, mais évidemment, comme c'est des lieux avec de la musique très forte, on s'entend pas. Elle approche sa tête, gros bisou dans l'oreille, je te trouve belle. Bon, ça suffit, c'est pas des gens qui parlent énormes. Bon, aussi, ils vont prendre le temps de le faire. C'est juste ça qui m'émerveille. C'est Hendrix qui débarque à Londres. Non seulement le matin à 9h, il s'arrête dans la maison ou à l'étage au-dessus sans la voir. Il y a Café Hatchingham. Quand elle descend, c'est trop tard, ils viennent de partir. Il la retrouve le soir et ben, ça finira dans son hôtel. Ce sera une histoire comme une autre, sauf que Café Hatchingham va être en fait une compagne intermittente, mais permanente dans sa vie londonienne, et qu'on va voir revenir dans cette très grande opacité des 3 derniers jours qui finissent dans ce désastre de Hendrix à 27 ans, mourant dans son vomi. Eh ben, c'est là, comme ça, dès le premier soir, qui rencontre Café Hatchingham, qui va être un des socles de l'histoire hendrixienne dans les 3 prochaines années. Alors, est-ce qu'on est là encore dans ce jeu people, tout ça ?
Oui et non, parce que vous savez que Chas Chandler, s'il a trouvé Jimi Hendrix à New York, au Café War, c'est que la veille au soir, il avait rencontré dans un autre lieu musical, mais là où il n'y avait pas Hendrix, Linda Keith qui vit comme modèle, donc indépendante, mais qui depuis 3 ans est la compagne en titre de Keith Richards, des Rolling Stones, que cet été-là, Keith et Linda se sont éloignés. C'est la période où Keith commence de vivre directement chez Brian Jones et Anita Pallenberg, avant qu'il y ait ce grand rock, comme on dirait aux échecs. Linda, en fait, sa relation à elle, c'est au mois de juillet précédent, avant donc que Chas Chandler fasse venir Hendrix. Ils se sont pas revus depuis ce moment-là, mais au mois de juillet, leur relation a évidemment été amoureuse. Eh bien, ce soir-là, ça y est, Hendrix est arrivé à Londres, elle s'en sent un petit peu propriétaire. Et quand elle arrive au club, eh bien, elle se comporte en compagne en titre de Hendrix. Là encore, petite bifurcation. C'est-à-dire que ce que dit Hendrix, ce que disent aussi d'autres témoignages, c'est que Chas Chandler a dit, écoute mec, on est à Londres, ça rigole pas, on touche pas à celle qui a vécu avec Keith Richards. Mais elle vit plus avec Keith Richards, ça fait rien. Et vous voyez, ça aussi, ces frontières, comment on les réimplante. Chandler, il a des cartes à jouer. Il ne veut pas commencer ses cartes à jouer avec des embrouillamini de merdouilles, avec ce monde de producteurs et tout ça qui sont évidemment très solidaires entre eux. Bon, il ne faut pas en chercher ni de la morale, ni des choses comme ça. Vous savez qu'il y a cette Patty qui est la compagne de George Harrison, et dont Clapton va être longtemps amoureux avant qu'elle devienne non plus qu'elle devienne la compagne de Clapton. Il y a aussi des histoires comme ça avec la compagne de Ronnie Wood et tout ça. Bon, on va pas nous entrer dans ces choses-là pour ce qui nous concerne là. C'est question de destin, c'est question d'arbitraire, c'est question de choix, et qui fait que toujours cette même question, s'il n'y a pas cette vérité de la musique, cette incroyable vérité, cette incroyable, ce côté inouï au sens étymologique du terme, il ne peut pas y avoir quoi que ce soit du reste. Et on va le voir très vite, dès demain, quand arriveront Noel Redding, Mitch Mitchell. Mais là, ce soir-là, Chas Chandler, il pousse quand même un peu les choses. C'est-à-dire que, non, Jimmy, Linda Keith, à New York, d'accord, mais là, t'es à Londres, et c'est fini. Au point que Hendrix, il l'emmène dans la rue à Café à Chingham sous un prétexte, et il lui dit « Je comprends pas ce qu'elle me veut, cette fille ». Bon, évidemment, c'est un peu tordu, et ça se durcit, tension, au point que Chas Chandler, parce qu'il y a de l'alcool, etc., apparemment, demande à Cathy Etchingham, écoute, enlève Hendrix de là, enlève Jimmy de là, c'est plus tenable. Et ils s'en vont donc, elle lui donne l'adresse de l'hôtel. C'est ça qui est beau aussi avec Chandler, il n'a pas une thune. Il va falloir qu'il vende ses guitares, qu'il emprunte partout où il peut, qu'il contacte même Mick Jagger. Il dit écoute Mick, t'as de l'argent, investis dans la production. Jagger non, il investit dans l'immobilier, les vieux meubles. Des gens comme McCartney, eux ils achètent des Magritte. Il en a 54 des Magritte, je crois, à l'heure actuelle. Mais jouer l'argent qu'ils ont gagné avec leurs mains, leur voix, leur sueur et leur peine, là, dans le même jeu pour les autres, c'est pas ça. Tu laisses ça au producteur. Donc Jagger, il ne viendra surtout pas mettre un sou dans des trucs comme ça, mais c'est par ces choses-là qu'on sait que Chandler n'a aucun capital, sinon sa relation avec Mike Jeffrey, le gros producteur. Et quand même, Hendrix, il le traite bien. C'est-à-dire, le Hyde Park Towers Hotel, c'est un hôtel plus que confortable. C'est pas des trucs de beatnik, de saltimbanque, tout ça comme probablement que Hendrix n'a jamais dormi dans un hôtel comme le Hyde Park Towers Hotel. Peut-être qu'aussi ça fait partie du bluff. C'est-à-dire, tu fais venir un musicien, tu le loges là, ça veut dire que tu y crois.
Et donc, c'est là qu'il se retrouve avec Cathy Hatchingham. Alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Cathy Hatchingham dit que le lendemain matin, Linda Kiss les a retrouvés. Elle a remonté le chemin. Elle débarque dans la piole. Et il y a un moment de rupture. Alors pour Hendrix, c'est faire semblant qu'il n'y ait pas de rupture. Je te dois rien, on s'est vu à New York, ok. Et alors là, allez voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et si c'est comme ça, elle lui claque la porte et elle part avec la Fender. Elle part avec la Stratocaster. Alors après, il y a eu justement tous ces embouts, ces choses qui disent ouais, vous comprenez, c'était pas la Stratocaster, c'est Linda Kiss à New York, voyant sur quelle guitare il jouait, qui prend une guitare de Keith Richards et lui offre, d'une part Kiss, c'est un acheteur compulsif de guitare. On le sait, quand il se fait dévaliser à Nelcote, à Nice, c'est 120 guitares qui disparaissent. Je crois que maintenant, il collectionne, mais plus finement, de façon plus restreinte. Sa Gibson noire, ça fait 30 ans qu'il joue sur sa Gibson noire, et puis qu'il y a l'autre, il y a la Da White et la Black Princess, je sais pas quoi, mais enfin, en tout cas, la Da White, c'est sa vieille Telecaster blanche, mais en tout cas, la Strat, ça l'a jamais trop intéressé. On sait qu'il en a eu, parce que par exemple, Ronnie Wood dit, wow, non, c'est cette Strat, je l'avais prise à Kiss, etc., etc. Bon, pourquoi pas, mais apparemment, tout le monde en est revenu de cette espèce de légende. En tout cas, s'il y a eu un truc de Stratocaster entre Linda Kiss et Hendrix, la Strat, elle est à lui, c'est la sienne. C'est celle qui s'est achetée au mois de mai quand il a quitté Curtis Knight and the Squires pour aller au Café Wa, et on sait qu'il a payé Carole Cherokee chez Manny's à New York. En tout cas, apparemment, il part avec la guitare. Et bon, c'est Chas Chandler qui organisera que, allez, on joue plus à ça. Tu me redonnes la guitare, il y en a besoin. Voilà. Vous voyez, on a presque débordé. On est au lendemain matin. On a fait juste 24 heures. On est sorti de l'aéroport d'Heathrow à 9h. À 9h le lendemain matin, scène de famille dans le Hyde Park Hotel. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire quoi? Dans l'épisode numéro 16 qui suivra le 15, on en mettra au moins 2 ou 3 des jours suivants à Londres. Mais là, on est parti dans le corps, dans le dur de l'histoire.